Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. C'est le grand moment, c'est le moment pour vous de vous détendre, vous êtes prêts à partir en vacances ou peut-être en voyage d'affaires, mais peu importe, vous avez décidé de ne surtout pas partir sans une boîte de jeux et d'organiser donc des soirées entre adultes. Eh bien, il faut rentrer tout ça dans la valise et ça ne va pas être simple. Et voilà. Donc vous voyez ici, c'est la place qui me reste pour pouvoir embarquer les jeux que je veux emmener avec moi en voyage, pour pouvoir faire jouer ma famille, pour pouvoir jouer entre amis. Bref, peu importe la raison, mais il est hors de question que je parte sans ma petite cargaison de jeux. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter des jeux qui sont aussi bons que faciles à transporter, notamment grâce à leur petit format, mais qui n'empêchent pas, bien au contraire, d'avoir un jeu de qualité. On voit ça tout de suite. Commençons tout d'abord par un jeu que vous allez pouvoir sortir en famille avec un grand nombre de joueurs et moins joueurs. On va parler de Skull King. Donc Skull King, c'est un jeu de pli qui est assez particulier puisque ça se déroule donc sur 10 manches et à chacune des manches, vous allez recevoir le nombre de cartes correspondant au numéro de la manche. Donc la première manche, vous obtiendrez une seule carte, la seconde 2 cartes, et ainsi de suite, jusqu'à la 10e. Mais la particularité de ce jeu, c'est que vous allez devoir miser sur le nombre de plis que vous pensez remporter lors de cette manche. Et alors, une fois que c'est terminé, eh bien, si vous avez réussi votre pari, vous obtiendrez 20 points par pli réalisé. Donc si vous avez parié 3 plis et réussi à en faire 3, eh bien, vous obtiendrez donc 60 points. Néanmoins, si vous échouez parce que vous avez fait trop ou pas assez de plis, eh bien, la différence, vous la multiplierez par 10 et ça correspondra donc au nombre de points que vous allez perdre. Un petit twist très intéressant, vous allez pouvoir miser sur 0. Et alors là, attention, puisque si vous réussissez, eh bien vous multipliez par 10 le numéro de la manche et ça correspondra donc au nombre de points que vous allez emporter. À la manche 7 par exemple, si vous réussissez votre pari à 0, vous obtiendrez donc 7 x 10, soit 70 points. Attention, cependant, si vous échouez, eh bien vous perdrez également le même nombre de points, c'est-à-dire 70 points pour la 7e manche. On sait que c'est une manœuvre à double tranchant, il va falloir faire très attention lorsque vous utilisez le pari sur 0. Vous avez la possibilité d'obtenir également des points bonus grâce aux têtes notamment. Le Skull King peut vaincre un pirate peut vaincre une sirène et une sirène peut vaincre le Skull King, ce qui vous permettra de remporter 20, 30 ou 40 points en fonction de la combinaison que vous aurez réalisée. Et vous avez également des points bonus que vous allez pouvoir emporter grâce aux cartes 14 qui existent dans les couleurs de chiffres. Bref, vous avez plusieurs manières de remporter des points, plusieurs manières d'essayer de remporter une partie, puisque vous allez pouvoir tenter de gagner en procédant à des petits paris, ou alors essayer de gagner à la manière forte, c'est-à-dire en pariant sur du 0 et en réussissant votre pari. Bref, il y a pas mal de choses à faire autour de ce Skull King, et c'est un jeu qui fonctionne plutôt merveilleusement bien, avec des personnes qui ont l'habitude de jouer, et moins. On poursuit cette sélection avec Maudit Maudit. Donc Maudit Maudit, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu dans lequel les joueurs vont devoir tenter de faire deviner des mots à tour de rôle, donc autour de la table, grâce aux cartes qui sont face visible devant le joueur en question. Par exemple ici on voit qu'il y a une plume et une souris, ça signifie que le joueur va pouvoir faire deviner soit la plume, le mot autruche, soit la souris, le mot poitrine. Et en dessous vous avez un chiffre qui vous indique en combien d'indices est-ce que vous devez faire deviner ce mot. Et attention, c'est exactement au nombre d'indices près, c'est-à-dire qu'ici on voit la petite souris par exemple, on vous dit que c'est le mot poitrine, il va falloir faire deviner poitrine en exactement 2 indices. Donc il va falloir donner un premier indice qui n'en dévoile pas trop, histoire que les joueurs ne trouvent pas trop rapidement, et ensuite il va falloir donner un autre indice qui va parfaitement les aiguiller afin qu'ils trouvent pile poil le mot que vous tentez de faire deviner. Et si vous réussissez, eh bien le joueur qui aura réussi à deviner obtiendra le nombre de points qui correspond aux indices, donc ici 2, et vous-même vous obtiendrez le même nombre de points. Attention, si un joueur trouve avant le nombre requis d'indices, eh bien lui seul remportera le nombre de points qui correspondra au nombre d'indices qui lui a été nécessaire pour deviner votre mot. Vous faites ça 2 fois, donc à tour de rôle, et à la fin, donc celui qui a le plus de points remportera la partie. Il y a un petit twist sur certains mots, vous allez pouvoir infliger des pénalités aux autres joueurs, voilà. En tout cas, Maudit Maudit, c'est un jeu qui fonctionne merveilleusement bien, avec des règles très simples et qui encore une fois fonctionne avec tout le monde, pour un public joueur ou non. On poursuit avec un jeu un peu plus stratégique, on va parler de café. Donc café, qu'est-ce que c'est? Eh bien dans ce jeu, vous allez devoir produire votre café, le faire sécher, le torréfier et le vendre dans les établissements indiqués. Le but va être d'obtenir le plus de points que vos adversaires pour pouvoir remporter la partie.
À chaque manche, vous allez devoir sélectionner une nouvelle carte pour parfaire votre plan. Vous avez au début une carte de départ qui vous octroie une action ainsi que divers lieux où vous allez pouvoir produire, faire sécher, torréfier et vendre du café. Mais ensuite, au fur et à mesure de la partie, vous allez piocher donc de nouvelles cartes, et ces cartes, vous allez devoir les placer sur votre plan de telle manière à ce qu'elles recouvrent 2, 3 ou 4 cases de ce qui est déjà posé devant vous. L'idée derrière ça, ça va être de faire correspondre des symboles afin de pouvoir optimiser vos actions, notamment si vous avez des grains adjacents, et bien pour une seule action, vous allez pouvoir produire sur la totalité de ces grains, et ça fonctionnera de la même manière pour les sécheurs et pour les torréfacteurs. L'idée donc, comme je vous le disais, va être de produire du grain, de le faire sécher, de le torréfier et de le vendre donc dans les divers boutiques qui ont des demandes particulières en termes de grains, puisqu'il y a 4 types de grains différents qui sont représentés par 4 couleurs différentes. Vous allez procéder comme ça un certain nombre de manches, et à la fin de la partie, on obtiendra des points grâce aux établissements qui auront été correctement livrés, et également grâce aux grains que vous aurez dans votre entrepôt. Donc vous avez un jeu relativement complet et très stratégique avec ce café qui est facile à emporter, mais qui vous posera un véritable challenge. Attention cependant, on est plus dans une gamme de jeux un peu plus initiée que ce qu'on a pu voir jusque-là, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. On poursuit avec un coup de cœur de joueur, on va parler du génialissime Radlands. Donc Radlands, vous avez deux manières de l'avoir. Soit vous avez la version collector, donc c'est ce que j'ai avec les tapis, etc. Mais la boîte est un peu trop grosse. Soit vous avez la version boutique, et donc ça va ressembler à quelque chose comme ça, une petite boîte blanche avec à l'intérieur des cartes et des jetons. Et donc quel est le but dans Radlands? Eh bien c'est un jeu d'affrontement. Donc les joueurs vont piocher des cartes dans un seul et même deck. Ici il n'est pas question de construire son deck avant de déclencher la partie. Vous allez piocher un certain nombre de cartes, que ce soit donc dans le deck principal ou que ce soit le deck des camps, puisque le but du jeu va être pour les joueurs d'exterminer les 3 camps adverses. Au début, vous allez piocher donc 6 camps, vous allez en sélectionner 3, et ces camps vont avoir des pouvoirs spécifiques que vous allez pouvoir déclencher quand vous le souhaitez ou quand vous le pourrez. Également, à chaque tour, vous allez piocher des cartes, et ces cartes, vous allez pouvoir les jouer, vous allez avoir des personnages qui vous permettront d'obtenir des capacités, ou alors éventuellement d'attaquer votre adversaire, et vous allez avoir des événements qui vont se déclencher en fonction d'un temps donné, qui sera donc indiqué sur la carte, et qui vous permettront de renverser la tendance. Donc c'est un jeu très nerveux qui est axé aussi sur la ressource de l'eau. Vous en avez assez peu et donc il va falloir optimiser chacun de vos tours afin de pouvoir vous protéger mais également être extrêmement efficace face à votre adversaire et donc pouvoir le mettre à mal jusqu'à dévoiler ses camps et donc pouvoir les exterminer. Vous avez une DA qui est absolument fabuleuse, c'est un des jeux d'affrontement les plus beaux que j'ai dans ma ludothèque, et en plus de ça, c'est un jeu facile à apprendre, mais extrêmement stratégique et très dynamique, ce Radlands donc que je vous conseille très fortement. On continue avec, pareil, un coup de cœur que j'ai eu de l'année dernière, donc ce n'est pas un jeu d'affrontement, mais on va parler de Sea Salt and Pepper. Donc Sea Salt and Pepper, c'est un jeu très simple, vous allez pouvoir réaliser une action pendant votre tour. Soit vous piochez 2 cartes de la pioche face cachée, vous en jetez une, soit vous prenez une carte du dessus de l'une des 2 défausses. Vous prenez la carte, vous la jouez éventuellement associée à une carte compatible pour pouvoir débloquer une action, donc telle que la pioche de cartes, le fait de prendre une carte dans une des fosses, le fait de pouvoir rejouer un tour ou de shipper une carte à votre adversaire, et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous passez votre tour et c'est à votre adversaire de jouer. Vous jouez ainsi jusqu'à ce que l'un des joueurs déclenche la fin de la manche, puisque lorsqu'un joueur aura obtenu au minimum 7 points, il va pouvoir soit arrêter net la manche, auquel cas les joueurs donc vont obtenir les points de leur carte actuelle, ou alors il va pouvoir dire dernière chance, et dans ce cas-là, les autres joueurs vont avoir un dernier tour pour pouvoir essayer de dépasser le nombre de points qu'il aura marqué à ce moment-là. Si il réussit son pari en disant dernière chance et que donc c'est bien lui qui a le plus ou un nombre égal de points par rapport aux autres joueurs, et bien dans ce cas-là, il va gagner non seulement les points de ses cartes, mais également les points de ses couleurs, c'est-à-dire un nombre de points qui correspond au nombre de cartes de la couleur majoritaire dans son jeu. Par contre, s'il échoue son pari et que donc un autre joueur réussit à le dépasser, et bien dans ce cas-là, il ne marquera seulement les points de sa couleur, donc il perdra beaucoup de points. Voilà ce qu'il faut savoir pour Sea Salt and Pepper, donc ça se joue jusqu'à 4 joueurs, néanmoins moi je le conseille plus pour 2 joueurs, je trouve que ça fonctionne très bien comme ça, c'est extrêmement fluide, c'est facile à apprendre, ça se rejoue encore et encore et encore en soirée si ça vous plaît, en tout cas moi ça me plaît énormément, je vous le conseille fortement, et évidemment il est très pratique à emporter au vu de sa petite taille. Un autre jeu pour 2 joueurs facile à emporter, je vais vous reparler encore et encore de Tomorrow. Donc ici vous avez une grande boîte mais finalement il n'y a pas grand chose dedans, vous pouvez très facilement l'emporter d'une autre manière.
Voilà, vous avez donc 20 cartes à l'intérieur, donc c'est facile à emporter, plus quelques jetons, vous prenez un petit sachet, et ça s'emmène très facilement. Donc Tomorrow, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui était consacrée au top et au flop des derniers jeux d'affrontement, donc j'y reviens très rapidement, mais Tomorrow, c'est un jeu donc d'affrontement asymétrique entre deux joueurs. Vous avez un joueur qui va incarner des rebelles qui s'appellent donc les Dragonflies, et un autre qui va incarner un gouvernement, donc les forces d'un gouvernement liberticide qui s'appelle la NCG. Et donc dans ce jeu, eh bien, il va falloir s'affronter de telle manière à ce que soit la NCG capture les 3 leaders des Dragonflies, soit les Dragonflies vont réussir à collecter 15 jetons libellules qui correspondent donc au symbole de la libération, de la rébellion. Et donc à ce moment-là, évidemment, le joueur Dragonflies remportera la partie. C'est un jeu qui est extrêmement fluide, facile à jouer. Vous avez 4 actions qui sont réalisables, vous en faites 2 par tour. Vous allez pouvoir jouer une carte contre de l'argent, défausser une carte pour obtenir de l'argent. Vous allez pouvoir réaliser les actions des cartes que vous avez déjà posées et piocher des cartes. Et donc ça se fait très rapidement, de manière très fluide. Les cartes, vous en avez que 10 par deck, donc vous connaissez vos cartes, ça revient très régulièrement. Donc vous savez ce que vous faites, vous allez chercher les cartes que vous voulez, vous attendez, vous savez quelle carte vous allez attendre dans votre pioche. Bref, il y a beaucoup de stratégies autour de ce Tomorrow malgré le faible nombre de cartes, et donc c'est un jeu que je vous conseille fortement, notamment si vous avez la possibilité de jouer exclusivement à 2 joueurs, ce qui n'est pas toujours le cas quand on part en vacances, mais en tout cas si vous avez un petit moment de répit, eh bien je vous conseille très fortement de jouer à ce Tomorrow. On poursuit avec un autre jeu d'affrontement pour 2 joueurs, on va parler de Bestioles en guerre. Donc Bestioles en guerre, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir remporter des conflits afin d'obtenir 12 points de victoire, et ces conflits vont avoir lieu sur 3 théâtres différents, la terre, l'air et la mer. Vous allez avoir un deck donc commun de 18 cartes, 6 cartes qui correspondent à chacun des théâtres, vous le mélangez, vous en distribuez 6 à chaque joueur. L'idée est que les joueurs vont devoir placer ces cartes au fur et à mesure dans la partie, donc dans le théâtre correspondant, et déclencher les pouvoirs qui sont associés. Plus une carte est forte, donc la carte de chiffre 6 va être plus forte que la carte de chiffre 1, plus une carte est forte, moins elle aura de pouvoir, moins son pouvoir sera fort. D'ailleurs, la carte de chiffre 6 n'a pas de pouvoir. L'idée, c'est de pouvoir contrebalancer les majorités grâce au pouvoir que l'on va déclencher, mais vous aurez également la possibilité de jouer des cartes face cachée qui correspondra donc à une force de 2, mais grâce à un effet d'une autre carte, vous aurez la possibilité de les retourner au dernier moment afin de déclencher un nouvel effet et de pouvoir prendre l'avantage sur le théâtre correspondant. Également, il s'agira donc de savoir à quel moment se retirer, puisque vous avez la possibilité de battre en retraite, et ça c'est très intéressant, puisque lorsque vous battez en retraite, vous faites en sorte que votre adversaire obtienne moins de points que s'il avait obtenu la victoire de manière normale. Donc si vous battez en retraite, en fonction du nombre de cartes que le joueur adverse aura en main, eh bien il obtiendra plus ou moins de points. Donc autour de ce Bestioles en guerre, vous avez cette mécanique très stratégique, cette mécanique de bluff, de savoir quand s'arrêter exactement, pour pouvoir tenter de prendre l'avantage face à son adversaire, et donc à partir du moment où un joueur obtient 12 points, c'est la victoire pour lui. Donc Bestioles en guerre, un jeu de stratégie et d'affrontement pour 2 joueurs que je vous recommande fortement. On poursuit avec un jeu qui va plutôt vous mettre de bonne humeur malgré son thème, on va parler de Bristol 1350. Donc Bristol, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu dans lequel les joueurs vont tenter de survivre à la peste qui a eu lieu donc à Bristol en 1350. Il y a 3 chariots, les chariots tentent de s'échapper de la ville et vous êtes dans l'un d'eux. Chaque joueur va essayer de se débattre de telle manière à sortir dans un chariot qui ne contient pas de pestiférés et de faire en sorte évidemment qu'ils ne le soient pas eux-mêmes. À chaque tour, on va lancer 6 dés. Ces 6 dés vont représenter des couleurs, donc rouge, blanc et bleu, qui vont correspondre aux couleurs des chariots. À chaque fois qu'une couleur d'un chariot sort, eh bien le chariot va avancer à la fin de la manche une fois que tous les joueurs auront joué. Attention cependant, s'il y a au moins 2 rats d'une couleur indiquée sur les dés, eh bien il y aura un contrôle de contamination parmi tous les joueurs qui se trouvent à l'intérieur du chariot. Autrement dit, s'il y a un pestiféré, eh bien potentiellement les autres joueurs vont le devenir. Mais comment est-ce qu'on sait si on est pestiféré? Eh bien c'est simple, puisqu'au début de la partie, vous allez obtenir 2 cartes qui correspondent à des symptômes. Et donc vous allez avoir 2 chiffres, de 1 à 3.
L'idée c'est que si vous atteignez la valeur de 6 à un moment de la partie, eh bien vous êtes pestiféré pour le restant du jeu. Donc attention, on ne joue pas à ça avec des tricheurs. Alors je vous dirais bien qu'on ne joue jamais avec des tricheurs, mais là, évidemment, il s'agira de le dire à la fin de la partie si vous avez été pestiféré, parce que oui, quand vous répandez la maladie, potentiellement votre chiffre va retourner en dessous de 6, donc à ce moment-là, il faudra quand même conserver en tête que vous êtes bien un pestiféré. Donc voilà ce qu'il fallait en tout cas savoir vis-à-vis de la maladie. Néanmoins, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant votre tour? Eh bien vous allez pouvoir relancer 2 dés, histoire que votre chariot avance un peu plus vite, ou éviter un contrôle de contamination. Vous allez pouvoir jouer des cartes remèdes, donc c'est des cartes que vous avez en main qui déclenchent des effets spécifiques. Vous allez pouvoir pousser, vous allez pouvoir vous débattre pour passer à l'avant d'un chariot, vous allez pouvoir chasser quelqu'un de votre propre chariot pour l'envoyer tout derrière, vous allez pouvoir sauter sur le chariot qui se trouve à l'avant à condition qu'il y ait de la place. Bref, vous l'avez compris, ça va être un joyeux bazar de se battre pour obtenir sa place dans un chariot sain. Néanmoins, vous ne savez jamais quand est-ce qu'un joueur est devenu un pestiféré, c'est difficile de le savoir, donc évidemment, il y aura une notion de bluff derrière tout ça. Néanmoins, c'est très drôle, Bristol 1350, vous avez un thème qui est très sombre, mais finalement qui est tourné un petit peu à la dérision, donc vous allez vous battre pour essayer de sortir. Évidemment, on va se marrer et on va s'amuser à donner un coup de pied à sa maman pour qu'elle dégage sur le chariot du fond, ou à sauter sur un chariot alors que vous êtes pestiféré pour pouvoir contaminer les autres, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais si vous êtes contaminé, le but c'est que personne s'en sorte vivant. Évidemment, c'est plus drôle que d'attendre que la partie se passe. Donc voilà, Bristol 1350, un jeu très sympathique, néanmoins un petit bémol, il faut jouer au-dessus de 5 joueurs selon moi pour que ça prenne vraiment de l'ampleur, il faut toujours que les chariots soient pleins, sinon forcément c'est moins amusant. Mais néanmoins, Bristol 1350, un jeu que je vous recommande fortement si vous voulez passer de bonnes soirées à vous marrer. Et enfin, je terminerai par un jeu que j'adore, je vais vous parler évidemment de Fantasy Realms. Donc Fantasy Realms, c'est un jeu extrêmement efficace, vous avez une chose à faire parmi 2 actions pendant votre tour, vous allez soit piocher une carte du dessus de la pioche et en jeter une, soit en prendre une de la défausse, et donc vous allez compléter votre main de cette manière afin d'obtenir le plus de points possible. Et comment est-ce qu'on obtient des points? Et bien en réalisant des bonnes combinaisons entre nos cartes, parce que vous avez des cartes qui vont en appeler d'autres. Par exemple, si vous associez l'orage et le tonnerre, vous obtiendrez un certain nombre de points. Si vous associez la reine et le roi, vous obtiendrez d'autres points. Enfin bref, vous avez pas mal de panels de cartes qui vont vous permettre de scorer en fonction des autres cartes que vous allez obtenir. Puisque vous avez un nombre de cartes limité en main, vous allez avoir un dilemme quant au choix à effectuer vis-à-vis de telle ou telle collection, et la partie s'arrêtera une fois que la défausse sera pleine, et donc dans ce cas-là, évidemment, on comptera le nombre de points, et celui qui en aura obtenu le plus remportera la partie. Donc Fantasy Realms, c'est un jeu extrêmement efficace, plutôt très fluide également, avec des règles très simples. Alors attention, Fantasy Realms, ce n'est pas un jeu qui est à la destination de tout le monde, puisque vous avez beaucoup d'effets de cartes différents et de combinaisons à réaliser, donc un joueur non initié risque de passer un petit peu à côté de sa partie. Néanmoins, si vous avez la possibilité de jouer avec des plus ou moins habitués, eh bien c'est un jeu que je vous recommande fortement, tellement c'est génial. Et voilà, finalement, vous êtes prêt à partir, et vous voyez, ça prend pas trop de place, vous pouvez ranger vos petites chaussettes sur le côté. À moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage, de bonnes vacances, peu importe ce que vous allez faire, en tout cas, amusez-vous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, et bien évidemment, laissez-moi un petit pouce bleu, ça m'aide toujours à être référencé un petit peu plus sur cette chaîne. Et si vous arrivez un petit peu ici par hasard, et bien abonnez-vous, bien évidemment, ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée sur la chaîne Jeux en Carton.